Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, Soisic Beaucourt, parfumeuse chez Eurofragrance, propose une conférence sur le rayonnement de la parfumerie au Moyen-Orient. Une conférence présentée par Guillaume Tesson. On va poursuivre ce cycle de conférences et de tables rondes avec le rayonnement de la parfumerie du Moyen-Orient. Donc, les traditions du Moyen-Orient influencent de plus en plus l'industrie du parfum. Ça, vous le savez, et pas seulement parce que le oud s'est répandu dans d'innombrables compositions ou parce que la région du Moyen-Orient accueille des salons internationaux comme le Beauty World de Dubaï. Et pour en parler ce matin, nous avons choisi d'inviter une experte. Soisic Beaucourt, vous êtes parfumeuse depuis 2003. Vous êtes passée par l'ISIPCA, vous avez été apprentie chez Expression Parfumée à Grasse. Vous avez composé 4 ans pour Takasago. Et vous avez rejoint Eurofragrance à Barcelone en 2010. Quand je dis experte, je fais référence à votre connaissance du marché du Golfe, à son histoire et à ses goûts en matière de parfum. Et je précise que vous composez beaucoup pour ce marché et que ce marché, il est évidemment dans l'ADN d'Eurofragrance. Soisic Beaucourt, vous nous proposez ce matin de mesurer l'importance de la parfumerie du Moyen-Orient et nous pourrons même découvrir plusieurs fragrances emblématiques. Bienvenue Soisic et nous vous écoutons. Merci, bonjour. Ça marche, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup Guillaume pour cette présentation et merci à Né de nous donner cette magnifique opportunité dans ce très très bel écrin de vous présenter un petit peu la parfumerie du Moyen-Orient. Donc je vais commencer par quelques mots sur Eurofragrance. Donc Eurofragrance est une maison de composition espagnole qui a été fondée en 1990 et qui est présente dans la région du Golfe depuis ses débuts il y a 34 ans. Donc Santiago Sabatés, son fondateur, était un véritable pionnier puisqu'à une époque où tout le monde regardait vers l'ouest, vers les Amériques et vers l'Extrême-Orient, il a été l'un des premiers à montrer un véritable intérêt pour la région du Golfe et sa tradition du parfum. Eurofragrance étant une entreprise familiale et comme beaucoup de marques dans le Golfe sont des entreprises familiales, ils partageaient les mêmes défis et pouvaient donc se comprendre parfaitement. Donc Eurofragrance a véritablement grandi avec ses clients en créant des liens très forts et en construisant une véritable expertise sur la parfumerie du Moyen-Orient. Et notre parfumeur Olaf Larsen, qui est basé à Dubaï, a reçu le prix du parfumeur de l'année en 2021 au Beauty World Middle East Awards. Et parmi les marques locales qui nous font confiance pour leur création, on peut notamment citer Amouage, Ajmal ou encore Arabian Oud. Donc quand on parle du Golfe, on parle en réalité de 6 pays qui sont les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Oman, le Koweït et Bahreïn. C'est une petite région avec une très grande influence et c'est une région qui est à la fois organisée et pleine de contrastes où chaque pays joue un rôle différent. Donc les Émirats Arabes Unis, c'est vraiment le centre d'affaires, c'est le cœur économique de la région mais également le pays le plus attractif du Moyen-Orient pour les marques de luxe. Ensuite, l'Arabie Saoudite, c'est le gardien de l'islam puisqu'elle abrite 2 des villes saintes de l'islam, la Mecque où le prophète Mahomet est né et Médine où il est enterré. Et le Qatar, eh bien, on y trouve les investisseurs. Ils vont investir à l'étranger, surtout dans les pays occidentaux, et ils vont investir dans des domaines très variés comme le luxe, les sports et les loisirs, le BTP, les médias, etc. Donc quand on pense par exemple au football, au club de football du PSG, à LVMH, à Volkswagen, à Harrods, eh bien ce sont des entreprises qui ont des investissements du Qatar. Donc c'est véritablement dans cette région du monde une culture du superlatif, une culture où le plus est toujours le mieux
Et on peut le voir notamment avec les projets architecturaux, notamment le Burj Khalifa à Dubaï, qui est la structure architecturale la plus haute du monde, avec une hauteur totale de 829,8 mètres. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de ce projet pharaonique qui est encore à l'état de projet en Arabie Saoudite, qui est la ville linéaire de Neom et qui est l'un des plus grands projets architecturaux de l'histoire. Le Golfe, c'est aussi un territoire où les accessoires reflètent l'identité personnelle. Dans un contexte où le noir et le blanc prédominent dans les tenues vestimentaires traditionnelles, la quête de statut social s'exprime fréquemment à travers l'acquisition d'accessoires de luxe. Et dans ce contexte, les parfums jouent un rôle essentiel dans cette quête identitaire et de distinction. Alors c'est un peu l'une des seules manières d'exprimer son individualité, tout comme le feraient les voitures, les chaussures, les bijoux ou les montres. Et dans le parfum, il n'y a pas de code, il n'y a pas de genre. Et quand on parle de parfum, les consommateurs sont très ouverts, très curieux. Ils sont prêts à essayer de nouvelles choses et ils adorent expérimenter. Et quand ils rentrent dans un magasin, la première question, c'est toujours « What's new ?» Quelles sont les nouveautés ? Est-ce que, Swazig, vous pouvez... est-ce qu'on sait pourquoi les habitants du Golfe sont aussi passionnés par le parfum ? À quand ça remonte ? Et pourquoi ? Absolument, on va voir ça tout de suite, puisqu'on va voyager dans le temps et revenir en Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans. Donc la Mésopotamie, c'est situé dans l'Irak actuel, et c'est considéré comme le berceau de l'humanité, et c'est aussi là que tout a commencé en termes de parfum. Souvenez-vous que parfum, ça vient du latin perfumum, qui signifie « à travers la fumée ». Et de nombreuses résines telles que l'encens et la myrrhe étaient utilisées en fumigation pour communiquer avec les dieux. Donc le premier usage des parfums, c'était vraiment un usage religieux. Et la parfumerie est un héritage ancestral qui est presque présent dans les murs eux-mêmes. Les hiéroglyphes et les gravures de l'Égypte ancienne nous donnent énormément d'informations sur les rituels de beauté de l'époque. Et par exemple, comme vous pouvez le voir sur l'image, sur celle-ci, comme vous pouvez le voir sur cette image, les femmes dans l'Égypte ancienne avaient pour habitude de placer des cônes de cire parfumée sur leur tête, et avec la chaleur, l'action de la chaleur du soleil, la cire fondait et parfumait ainsi leur chevelure. Donc plus tard, les civilisations arabes inventent l'alambic et les Persans découvrent et peaufinent l'art de la distillation. Donc on leur doit l'un des procédés les plus couramment utilisés pour obtenir l'essence des végétaux, et cela encore de nos jours. Alors Swazig, est-ce qu'on sait pourquoi les parfums du Moyen-Orient fascinent autant le reste du monde ? Tout à fait. On va revenir un petit peu sur le thème religieux. Sur le plan religieux, le Coran est le livre saint de l'islam et on y trouve mentionné 50 ingrédients de parfum. Le prophète Mahomet adorait le musc, ce qui explique pourquoi c'est devenu un ingrédient clé dans la région. Et d'autre part, la prière du vendredi est la prière la plus importante de la semaine et c'est un moment très important dans la vie des musulmans. Et le prophète Mahomet encourageait les fidèles à se présenter propres, lavés et parfumés à la mosquée. Et dans l'islam, on ne peut pas refuser d'être parfumé. Donc on va parler de deux exemples vraiment clés des particularités de la parfumerie au Moyen-Orient. Le premier d'entre eux, c'est l'art de la superposition, qu'on appelle aussi le layering. C'est un art ancestral qui existe depuis toujours dans la région, même si en Europe, on ne l'a découvert qu'il y a une vingtaine d'années. Le Golfe est une région de bédouins, donc de marchands de matières premières, qui avaient pour habitude de créer leurs propres recettes et de les transmettre de génération en génération. Et ce sont des recettes secrètes. Donc on considère qu'une senteur n'est jamais suffisante. On aime beaucoup le mix and match, c'est-à-dire mélanger des fragrances différentes. Et donc le layering, c'est un rituel qui est aussi bien utilisé par les hommes que les femmes. Et c'est un rituel de bien-être qu'on va reproduire chaque jour. Donc ça commence dans la douche, avec les soins personnels, par le choix d'un gel douche, d'un savon ou d'un shampoing, et éventuellement une brume parfumée pour les cheveux en sortant de la douche, ce qui serait notre équivalent moderne des cônes de cire parfumés des femmes égyptiennes.
Ensuite, on a ce qu'on appelle l'huile d'attar. Donc, ce sont des huiles parfumées qui sont utilisées avant le parfum pour servir de base. C'est la manière traditionnelle de se parfumer la peau dans cette région du globe. Et cela apporte de la tenue au parfum, ce qui est toujours recherché à cause de la chaleur et de l'air conditionné qui ont tendance à accélérer l'évaporation du parfum. Ensuite, on va se vaporiser une fragrance en solution alcoolique sur tout le corps, apportée un peu comme une signature. Ensuite, on a l'étape du bahour de laquelle on va parler un petit peu plus loin. Et enfin, tout au long de la journée, pour rafraîchir le parfum, on peut utiliser une combinaison de parfums et d'huile parfumée. Donc le bahour, ça signifie fumer en arabe. C'est considéré comme un geste de bienvenue, d'hospitalité et de bénédiction pour des occasions spéciales, autant pour la maison, les cheveux que les vêtements. Et c'est une tradition qui remonte aux Bédouins, qui, pour donner la bienvenue aux voyageurs et aux invités, brûlaient ce qu'ils avaient sous la main. Donc ils allaient brûler des morceaux de bois qu'ils trouvaient autour d'eux pour donner la bienvenue aux voyageurs. Et donc on va utiliser un mouprara, qui est une sorte d'encensoir. On va allumer un morceau de charbon qu'on met à l'intérieur. Et au-dessus de ce charbon, on va placer ou bien un morceau de bois, ou bien un mélange de poudre de bois, d'essence parfumée, de résine, parfois même du sucre. Et chaque marque possède sa propre recette. Voilà, donc là, on a un bahour électrique, donc pas besoin de charbon dans ce cas-là. Ah oui, c'est moderne. Mais, vous voyez un petit peu peut-être la fumée qui s'en dégage, on va le laisser là. Voilà. Et donc c'est le procédé complet, l'ensemble de toutes ces étapes qu'on appelle le bahour. Voilà, donc là vous avez une petite vidéo qui montre un petit peu comment on l'utilise. Ça dégage assez peu de fumée en fait, on dirait, non ? Alors dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui, mais normalement, ça dégage une fumée très, très importante. Et en fait, traditionnellement, les femmes qui vont porter la baya, qui est le long vêtement noir, vont se mettre au-dessus du bahour et ça va permettre de parfumer à la fois le corps et les vêtements. Et la richesse du parfum permet aussi de donner une signature distinctive à la maison. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce que les consommateurs du Golfe disent à propos du parfum. Sans mon parfum, il manquerait quelque chose d'essentiel à ma tenue. Me parfumer avec du oud me donne de la force. C'est comme le café, ça me donne de l'énergie, du pouvoir et je me sens vraiment unique. Donc on voit que le parfum, c'est un outil puissant pour exprimer sa personnalité. Donc ça va bien au-delà de raisons d'hygiène ou de séduction comme on pourrait les utiliser surtout en Occident. Ici, c'est vraiment une manière d'affirmer qui l'on est. Et la qualité de votre parfum, le sillage que vous laissez dans l'air quand vous marchez, est un indicateur social puissant et un message identitaire très fort. Dernièrement, on voit une évolution aussi du layering dans le Moyen-Orient, notamment avec les nouvelles générations. Les jeunes populations du Moyen-Orient considèrent vraiment les parfums comme essentiels. C'est vraiment un art de vivre. Ils apprécient non seulement les techniques de superposition traditionnelles, mais aussi les parfums uniques qui reflètent leur individualité. L'obsession là-bas, c'est vraiment la tenue et le sillage. Il faut que ça tienne. Et comme on l'a vu, l'air conditionné et la chaleur, eh bien, ça a tendance à faire en sorte que les parfums s'évaporent plus vite. Donc le layering en soi, c'était déjà une manière de faire en sorte que le parfum continue à diffuser toute la journée. Mais quand on trouve un parfum qui a une signature très forte, un sillage très puissant et qui va tenir en lui-même toute la journée, eh bien dans ce cas, on va peut-être ne plus utiliser autant la superposition et le layering, mais aller vers des fragrances uniques. Et donc aujourd'hui, on voit que des parfums tels que Baccarat Rouge de Maison Francis Kurkdjian ou Aventus de Crete, par exemple, qui ont vraiment des signatures olfactives très fortes et qui sont des parfums avec beaucoup de caractère et très directs, eh bien, ils vont avoir un succès énorme auprès des jeunes générations. Je pense qu'on va parler des ingrédients. Vous parliez justement, Swazik, des jeunes générations. Ces ingrédients dans la culture du parfum du Moyen-Orient, est-ce qu'ils sont immuables ou est-ce qu'on assiste à des évolutions ? Alors les ingrédients, on va en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, il y a vraiment 3 raisons
principales qui font que la parfumerie du Moyen-Orient est unique et qui expliquent pourquoi elle fascine autant le monde entier. Je pense que la première, c'est vraiment le goût olfactif arabique avec des ingrédients emblématiques de la région. Ensuite, on l'a vu, le nouveau geste de superposition dans les pays occidentaux. Et enfin, la demande des consommateurs occidentaux pour des parfums puissants et fortement concentrés. Donc la région du Golfe, elle serait vraiment divisée en 3 segments de parfums. Donc ce qu'on peut voir, c'est que traditionnellement, on avait à la fois ce qu'on appelle la French perfumery, où ce serait vraiment des structures de parfumerie typiquement occidentales, et la parfumerie du Moyen-Orient, Middle Eastern, avec des ingrédients typiques de la région. Et aujourd'hui, on voit que ces 2 types de parfumerie fusionnent en la parfumerie qu'on appellerait French Middle Eastern, où ce sont à la fois des parfums occidentaux revisités avec des ingrédients du Golfe, ou bien des parfums du Golfe revisités avec des ingrédients occidentaux. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails en donnant des exemples de parfums. Le Golfe est vraiment une région très cosmopolite, où on doit répondre aux besoins de tous les consommateurs. Donc ce qu'on voit, c'est que la parfumerie européenne a été adaptée par les marques locales. Donc si vous voyez par exemple à gauche, quand on parle d'un Good Girl de Carolina Herrera ou un Aventus de Creed, ce sont des parfums occidentaux qui fonctionnent très très bien dans la région. Et ce qu'on voit sur la droite, c'est que les marques locales lancent aussi des parfums qui sont typiquement des structures occidentales, telles Rassasi avec Blue Lady par exemple. Donc dans un second temps, on a ce qu'on a vu, la parfumerie du Moyen-Orient, Middle Eastern Arabic, avec des marques telles que Ajmal ou encore Arabian Oud, avec Kalimat, qui est une création Eurofragrance et qui est vraiment emblématique de la région. Donc là, on a des parfums typiques de la région et on voit que des marques occidentales comme Louis Vuitton, Armani Privé ou la maison Christian Dior vont lancer des notes typiquement moyen-orientales dans leur collection, surtout dans leur collection plus sélective, plus premium. Et enfin, on a la dernière tendance dont on a parlé, qui serait une fusion de ces 2 tendances et qui est inspirée en fait du layering, de la superposition. C'est-à-dire qu'au lieu de mélanger 2 parfums, l'un occidental, l'autre arabique, on va avoir 2 parfums en un. Et donc on voit par exemple un Dior Homme Parfum ou un Oud Malaki de Chopard pour les marques occidentales, et de l'autre côté, un Madawi d'Arabian Oud sur le marché du Golfe, qui sont des parfums qui combinent à la fois des notes occidentales et moyen-orientales. Et on peut voir que des marques internationales telles que Natura au Brésil, Yves Rocher en France, Oriflamme en Suède ou encore Ralph Lauren aux États-Unis lancent même leur propre variante d'oud. Donc l'oud devient vraiment un ingrédient incontournable de la parfumerie moderne et mondiale. Justement, parce que j'avais un peu d'avance, hein. Désolé. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus maintenant sur ces fameux ingrédients ? Il n'y a pas que le oud, évidemment. Absolument. Donc, Absolument. La région du Golfe était vraiment un endroit clé sur les anciennes routes commerciales, telles que la route de la soie, la route des épices ou la route de l'encens. Donc historiquement, toutes ces matières premières poussaient dans la région et étaient achetées et vendues par les marchands. Donc on a la rose d'Arabie Saoudite, l'encens d'Oman, le safran d'Iran, la myrrhe de Somalie, le oud qui vient de l'Inde ou du Laos, le santal d'Inde. Et les marques de parfums locales, anciennement, étaient des marchands d'oud. Donc maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur le oud, car on ne peut décemment pas parler de parfumerie du Golfe sans parler de oud. Donc on va vous distribuer des mouillettes d'huile essentielle d'oud pour que vous puissiez vous en imprégner en même temps. Donc en réalité, les pays occidentaux ont découvert l'oud, qu'on appelle aussi agar-oud, à travers la parfumerie du Golfe. Et sentir de l'oud pour la première fois, ce serait un petit peu comme découvrir une nouvelle couleur. Ça a vraiment révolutionné la parfumerie, un petit peu comme l'avait fait le patchouli dans les années 70. Donc l'oud, ça a vraiment un profil boisé, sombre, profond, avec des notes animales, cuirées, fumées et balsamiques. Et l'huile d'agar-oud vient de l'aquilaria, donc c'est une espèce d'arbre qui pousse dans le sud-est asiatique, dans des pays tels que l'Inde, le Cambodge, le Laos,
l'Indonésie, la Thaïlande ou encore le Vietnam, où il y a des forêts humides. Et donc chacune de ces provenances, évidemment, va donner des inflexions particulières à l'huile essentielle d'oud. Sur les 34 types d'Aquilaria qui existent, on utilise seulement 2 d'entre eux pour produire l'huile d'agar-oud, l'Aquilaria crasna et l'Aquilaria malakensis. Donc ce sont des arbres très hauts qui mesurent entre 30 et 50 mètres à peu près, qui ont énormément de feuilles, mais nous, pour la parfumerie, ce qui va nous intéresser, c'est les racines et le tronc. Donc l'oud provient d'un procédé naturel lors duquel les arbres sont infectés par une sorte de champignon de moisissure. Et l'oud, en fait, c'est la protection de l'arbre contre les agressions extérieures, et ça va se former dans le tronc et les racines. Donc c'est la partie infectée de l'arbre, cette série de taches noires que vous voyez sur la photo de droite, qui est la partie la plus précieuse, et c'est donc celle qui va nous intéresser en parfumerie. Donc dans la nature, à l'état sauvage, ce champignon, cette moisissure infecterait seulement 7 à 8% des arbres approximativement. Donc on ne serait jamais certain que l'arbre serait infecté avant de le couper, car on ne peut le voir qu'à l'intérieur du tronc. Et le développement naturel de l'agar-oud, ça prend entre 20 et 30 ans. Donc au vu de la demande, on a commencé à introduire ce champignon artificiellement. Et comme vous pouvez le voir sur les 2 premières photos, on va faire une incision dans le tronc, on va introduire le champignon avec une pipette et puis on va placer un petit clou pour identifier où le champignon a été introduit pour savoir où couper. L'Aquilaria, c'est une espèce protégée par le CITES, qui est une convention dont l'objectif est de protéger les espèces en danger. Cela signifie que pour chaque arbre coupé, un arbre est planté et donc les exportations sont très réglementées. Et un arbre de moins de 8 ans ne peut pas être infecté. Donc le rendement est très bas, le procédé est très complexe, très long, et plus on attend, meilleure est la qualité. Donc pour toutes ces raisons, cela en fait l'ingrédient le plus cher de toute la parfumerie, et cela coûte plus cher que l'or. Voilà, donc sur la première image, vous pouvez voir une pièce de oud très précisément sculptée pour séparer la meilleure qualité du reste. Donc la meilleure qualité, qu'on va appeler aussi grade 1, elle va être conservée telle qu'elle, un petit peu comme une œuvre d'art. Ensuite, donc ça, c'est l'un des ingrédients naturels les plus chers du monde, le grade 1. Ensuite, la seconde qualité, ou grade 2, ça va correspondre à des morceaux de bois infectés de plus grande taille qui est séparé et utilisé pour être brûlé directement. Et enfin, la troisième qualité, ce sont de plus petits copeaux de bois infectés. Et c'est en fait celle qu'on va distiller pour la parfumerie afin d'obtenir l'huile d'agar-oud. Alors, Swazik, si je me souviens bien, vous souhaitez nous faire découvrir des ingrédients emblématiques, des senteurs emblématiques du Golfe. Et je crois qu'on va distribuer la deuxième mouillette. On va distribuer une deuxième mouillette. Donc voilà, on va sentir deux accords emblématiques du Golfe. Merci. Le premier, c'est un mukhalat. Donc mukhalat, ça signifie mélange en arabe. Et c'est un accord construit autour de 4 matières premières qui sont la rose, le safran, le oud et le santal, auquel évidemment on peut rajouter plein d'autres ingrédients. Et de la même manière qu'on pourrait parler d'une structure chypre, fougère ou Cologne, on peut parfaitement parler d'une structure mukhalat. Donc évidemment, la parfumerie évolue, on l'a vu, et il y a beaucoup de parfums qui ne sont pas typiquement des mukhalats qui vont avoir du succès dans le Golfe, mais néanmoins, c'est un accord très très ancré dans la région et qui nous transporte directement au Moyen-Orient. Et ensuite, on va parler... Merci. Donc, on va vous distribuer une troisième mouillette avec un deuxième accord qu'on appelle un musc tahara, qui est communément appelé musc blanc. Donc le musc, on l'a vu, c'était la fragrance préférée de Mahomet. Donc c'est la fragrance préférée dans la région du Golfe, car sa note délicate et poudrée se marie avec un éventail très très large de structures olfactives. Donc ça peut illuminer différentes facettes florales, musquées et ambrées. Et c'est aussi plus puissant que les parfums conventionnels, car il n'est jamais dilué avec de l'eau ou de l'alcool. Et le terme tahara, ça signifie être purifié des souillures en arabe. Donc cette application est aussi utilisée dans les rituels de purification ou pour éliminer les mauvaises odeurs. Donc chaque marque du Golfe va avoir son propre musc tahara dans sa collection.
Et aujourd'hui, on peut voir sur le marché énormément de parfums qui sortent, qui sont construits autour d'une structure tahara, mais qui vont être plus fruités, plus ambrés, plus gourmands, etc. Je suis désolée, je suis partie dans les explications, mais voilà, vous aviez quelques mots sur les deux structures. Écoutez, Swazik Beaucourt, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.